Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment installer CaseOS sur un équipement. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais évoluer avec une machine virtuelle, mais vous pouvez faire la même chose avec une machine physique. Euh, le risque de perdre de l'audience, j'ai pas installé en live la machine devant vous. Mais comprenez que vous avez des vidéos hein, sur cette page qui vont vous montrer ou bien qui vous montrent déjà comment créer ou bien comment installer en bonne et due forme un serveur Linux, tout simplement. Donc, je l'ai essayé ou bien j'ai réalisé les vidéos avec une machine virtuelle, mais vous pouvez aussi le faire avec une machine physique. Alors ici, je vais nettoyer mon écran et nous allons voir hein, les caractéristiques. Sinon, le système Debian, avec le système Linux que j'ai actuellement devant moi. Donc, pour cela, moi, je fais un cat sur le fichier etc release house. OK. Donc, j'efface, je nettoie ici. Donc, je fais cat etc house release. Voilà. Donc ici, vous pouvez vous-même voir que je suis en face d'un système Linux. Je suis avec la version 12 de Debian hein, qui a pour codename Bookworms. Voilà, ou bien Bookworm tout simplement. Donc, nous allons retourner ici hein, sur le site web officiel de CaseOS et essayer un peu de comprendre hein, à quoi va nous servir un système comme CaseOS. Alors, CaseOS, c'est une solution qui vous permet d'avoir un cloud privé, un cloud personnel. Le cloud personnel, son objectif, c'est de pouvoir vous aider à fuir un peu les GAFAM. Pas seulement que les GAFAM, mais les géants du web de la façon générale. Alors ici, vous avez une solution que vous allez implémenter sur votre serveur. Voilà, sur votre serveur, en l'occurrence, votre serveur Linux. Et ce serveur Linux qui va accueillir la solution qui s'appelle CaseOS va vous permettre maintenant de pouvoir décentraliser et de pouvoir auto-héberger vos services, vos applications chez vous à la maison, mais aussi de le faire partager avec d'autres personnes qui en ont envie, les membres de la famille par exemple, ou bien la famille. Alors, ici, pour l'installer, c'est très simple, hein, très très simple. La chose la plus compliquée hein, avec CaseOS, c'est l'installation hein, en bonne et due forme du serveur. Donc, c'est ce que j'ai déjà fait ici. L'installation du serveur, ce que j'ai déjà fait ici. Après, si vous avez installé très bien votre serveur hein, et que vous l'avez mis en réseau très correctement, l'installation vous sera très facile grâce à cette commande que vous regardez, que vous voyez ici. Alors, cette commande va vous permettre de pouvoir télécharger, de pouvoir d'abord télécharger un script et le script, là, vous allez l'exécuter directement à partir de la même commande pour pouvoir installer en bonne et due forme CaseOS, tout simplement. Donc, vous voyez que c'est un peu bon, c'est quand même assez simple à déployer. Et n'oubliez pas, c'est quelque chose qui est open source, c'est-à-dire vous n'allez pas payer un franc pour quoi que ce soit. Et il est basé sur du Docker. À l'heure là où nous tournons cette vidéo, vous n'êtes pas sans savoir que tourner ces applicatifs, ces solutions avec Docker, c'est la meilleure des solutions qui puisse exister dans le milieu informatique, hein, surtout pour ces personnes qui font du déploiement. Docker, c'est cet outil qui facilite énormément le déploiement des solutions. Et aujourd'hui, beaucoup d'applications hein, migrent vers cette méthode, cette nouvelle façon de déployer des services, de déployer des applicatifs, etc., etc. Voilà. Donc, sur la page toujours, vous allez lire un peu plus sur CaseOS. CaseOS, c'est un cloud personnel privé, comme je l'ai dit précédemment. Vous avez la possibilité d'installer toute une panoplie d'applications avec, de logiciels, d'applicatifs avec. Vous avez même AdQuad Home. J'ai déjà fait même des vidéos sur cette page, sinon sur cette chaîne,
concernant AdGuard Home. Vous pouvez aller les visualiser si vous avez envie. Vous avez la possibilité d'installer les applicatifs de productivité, Nextcloud par exemple, Fight Browser par exemple. Et si vous êtes un mordu du multimédia, tout simplement, vous avez la suite R pour pouvoir implémenter un serveur multimédia chez vous à la maison. Ce n'est pas tout. Il y a pas mal, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Ici, vous gérez autrement vos données hein, avec cette solution. Vous voyez ici, par exemple, vous avez la possibilité de connecter à votre cloud personnel, les clouds publics que vous avez. Les clouds publics, c'est les Google Drive, Dropbox, iCloud, OneDrive, etc., etc. Vous avez la possibilité de créer un pont hein, à travers l'interface web de CastOS et de faire partager vos différents fichiers, vos différents dossiers à vos terminaux. Voilà, donc ici, vous avez vos terminaux, vous avez votre PC, vos laptops, vos téléphones, vos NAS, vos VR, vous avez même vos consoles de jeux, etc., etc. Donc, c'est une solution très, très intéressante. Ici, hein, sur le site hein, officiel de CastOS, vous avez pratiquement tout. Et ce qui est aussi très intéressant avec l'outil, c'est que vous avez accès hein, en HV4. Donc, je vais rappeler rapidement une chose très importante. Ici, si vous allez accéder à votre serveur H24 un peu partout dans le monde, il va falloir être un peu technique. Voilà, c'est un peu technique. Et du côté management de votre serveur, vous devez être un peu habile. Donc, je vais peut-être dire que c'est pas aussi réservé à toutes ces personnes qui sont des débutants. Mais bon, voilà, c'est possible avec cette solution, avec CastOS, d'exposer voilà, le serveur sur Internet afin de permettre à ce que ces personnes qui sont à des milliers de kilomètres de chez vous puissent profiter des services, des solutions que vous auto-hébergez chez vous à la maison ou que vous auto-hébergez pour eux. Voilà. Donc, encore une chose de très important à retenir ici, c'est que avec cette solution CastOS, vous avez vos données. Donc, on peut dire en quelque sorte que la question de la confidentialité, de la sécurité de vos données vous incombe. C'est bon parce que ici, ce n'est pas les GAFAM, ce n'est pas les géants du web où ils vous proposent des solutions, où ils vous aident à stocker durablement vos documents, vos fichiers, vos données. Ici, la sauvegarde et la sécurité de vos données vous incombent. Donc, vous devez prendre des dispositions, vous devez avoir des stratégies de sécurité qui vont vous permettre, bien évidemment, de pouvoir à répondre objectivement aux incidents de sécurité que vous pouvez toutefois rencontrer lors de l'implémentation et après la production. Voilà. Donc, on va pas trop bavarder pour trop longtemps. J'ai vraiment fait le tour. On va rapidement aller sur le profil GitHub du projet et je vais vous montrer aussi quelques petits trucs là-bas. Donc, comme je l'ai dit, c'est un projet open source. Vous avez la source ici sur cette page, sinon sur ce profil GitHub. Et ce qui nous importe seulement sur cette page, c'est les prérequis. Alors, ici, vous avez le choix. Ici, vous avez le choix. Ici, bon, voilà, ils ont dit hardware compatibility. Donc, soit vous allez avec la virtualisation, c'est ce que moi je fais actuellement, ou soit vous allez avec du matériel physique. Donc, votre matériel doit avoir une architecture en AMD ou x86-64, ou soit encore du ARM 64 ou encore du ARM V7. Voilà. Donc, sur ce matériel, vous allez devoir installer un système d'exploitation pour serveur comme Debian 12 qui est vraiment recommandé. C'est ce que nous avons implémenté pour cette vidéo. Ou soit encore, voilà, utiliser un Ubuntu Server dans la version 20. Ou encore, vous pouvez toutefois utiliser Raspberry Pi House. Donc, c'est un système d'exploitation pour serveur pour les équipements Raspberry. Après, il y a d'autres systèmes que vous pouvez utiliser ici, Elementary, Armbian, Alpine, même le système pour routeur OpenWRT. Sauf que pour le OpenWRT, c'est pas encore testé. Voilà, donc si vous l'installez sur un système
OpenWRT, attendez-vous peut-être à avoir des difficultés, à avoir des petits bugs à des moments donnés. Donc, l'installation se fait en un clic à partir des commandes qui sont ici. Soit vous prenez l'un, vous laissez l'autre, ou soit vous prenez ceci, vous laissez le premier, ou bien la première. Donc, vous avez aussi la possibilité de le mettre à jour très facilement. Et il y a toute une communauté derrière qui soutient et maintient ce projet. Alors, on ne va pas barader pour trop longtemps. Moi, je vais me rendre cette fois-ci dans mon terminal. Et dans mon terminal, nous allons appliquer quelques commandes pour installer notre solution. Alors, la première des choses à faire, c'est de copier tout bêtement et bonnement. Voilà la commande que vous retrouvez ici. Moi, je prends cette commande. Voilà, je copie cette commande et de l'autre côté, ici, je vais coller ça. Donc, la commande, je le colle ici. Voilà, c'est bon. Et je fais entrer. Donc, ici, on me demande de renseigner mon mot de passe. Je vais renseigner mon mot de passe et ça n'a pas marché. Alors, ici, il va falloir que je me log en tant que super utilisateur. Alors, pour le faire, je fais un SU et c'est bon. Je fais maintenant un clear pour bien nettoyer l'écran pour que vous puissiez pour que vous puissiez bien voir ce que je rentre comme commande. Et maintenant, j'applique à nouveau la commande. Super. Alors là, il commence l'installation. Il va checker pas mal de choses. Il va faire des mises à jour. Il va installer des dépendances, des paquets. Je vais vous retrouver juste après ceci et je vais aussi accélérer cette partie grâce à la magie de l'Internet. Alors, c'est pas fini ici. On me demande si je vais... voilà, donc j'ai pas assez d'espace disque. D'accord, donc je vais faire yes, qui est 1 et c'est bon. Donc, je vais vous recommander d'avoir assez d'espace disque pour pouvoir faire tourner convenablement la solution. Donc, moi, j'ai juste 8 Go de mémoire, vu que voilà, c'est pour la vidéo, mais allez-y, voilà, si vous avez assez de mémoire disponible pour vous, mettez-le et installez bonnement. Donc, cette partie, comme je vous l'ai dit précédemment, je vais l'accélérer grâce à la magie de l'Internet. Alors, l'installation, c'est bien terminé. Et ici, vous voyez que j'ai mon adresse IP, voilà, locale que je vais utiliser pour pouvoir prendre accès à l'interface web. Donc, nous, ce que nous allons faire, c'est de copier, de copier l'adresse là et nous allons l'ouvrir dans notre navigateur Chrome que nous avons ici, bien évidemment. Alors, dans notre navigateur Chrome, nous ouvrons notre nouvelle fenêtre ici et nous allons coller le lien ici dans l'adresse IP. Donc, une fois que nous cliquons là-dessus, nous voici sur l'interface web. Nous allons créer notre tout premier compte d'administration. Donc, nous allons cliquer sur Aller ici. Nous allons renseigner un nom d'utilisateur. Moi, je mets IT pour cette vidéo. Je mets un mot de passe très simple. Voilà. Ah, OK. Le mot de passe est trop facile. Donc, je vais compliquer un peu la chose. Donc, je fais un mot de passe. Voilà. C'est bon. Ça, c'est bon. Je vais confirmer mon mot de passe. Et une fois que c'est bon, je vais me connecter, se créer un compte. Donc, je ne vais pas l'enregistrer, bien évidemment. Tout est prêt, bien évidemment, tout est prêt. Et nous nous rendons comme ça sur la page d'administration de notre système. Alors ici, on nous demande si nous voulons accepter les flux d'actualité. Donc, acceptez-le ou annulez-le si vous voulez. Moi, je n'ai pas nécessairement envie. Je l'annule et voilà ce à quoi va ressembler notre interface. C'est pas fini. Nous allons explorer un peu l'outil et essayer de comprendre un peu
comment ça marche. Alors ici, en haut, ici, vous avez la possibilité de manager votre compte, de vous déconnecter, de modifier votre nom ou bien votre mot de passe. Ici, vous avez les réglages globaux de votre système. Ici, vous pouvez ou soit activer ou désactiver la barre de recherche que vous retrouvez ici. Donc, cette barre de recherche vous permet d'accéder directement à un moteur de recherche. Donc, un moteur de recherche fiable, hein, comme DuckDuckGo, Google, Bing, StatPage ou encore Brave. Donc, choisissez le bon moteur de recherche que voilà, vous voulez. Ici, vous avez la possibilité de changer la langue. Vous avez ici la possibilité de changer les ports d'écoute. Par défaut, c'est sur du 80. Bon, si vous avez des préférences, vous pouvez changer ça. Vous avez la possibilité de changer le fond d'écran. Donc, il y a deux fonds d'écran par défaut. Voilà. Après, si vous avez un fond d'écran dans vos répertoires, vous pouvez cliquer sur ici, l'importer et puis l'appliquer. Alors, c'est pas tout. Ici, toujours euh, sur, dans les paramètres, vous avez la possibilité d'activer les flux d'actualité. Donc, c'est ce que j'avais annulé précédemment. Vous pouvez l'activer si vous voulez. Vous avez la possibilité d'afficher les applications recommandées. Vous pouvez désactiver ça aussi. Et vous avez aussi ici en dernière position la possibilité de monter automatiquement les USB. Donc cette partie, sinon cette fonctionnalité va être vraiment utile lorsque vous êtes en face d'un équipement physique. Hein, si vous avez un équipement physique sur lequel vous avez installé la solution CaseOS, vous avez la possibilité de monter, de brancher une clé USB directement à votre serveur, de faire partager les fichiers à vos collaborateurs, etc., etc. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut noter. Ici aussi, vous avez la possibilité d'éteindre carrément le serveur ou soit de le redémarrer. Et ici, vous avez la version actuelle et vous pouvez mettre à jour la version s'il y a une nouvelle version qui est sortie. Donc, c'est un projet que je pense que je peux juger de trop jeune. Il y a beaucoup de choses d'amélioration, de nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées dans les jours à venir. Donc, restez à l'écoute, prenez bien vos gardes. Alors, c'est pas tout ici. Vous avez une idée sur les performances, les ressources de votre serveur. Ici, actuellement, vous avez les métriques sur l'utilisation du CPU, sa température et la mémoire RAM. Voilà, l'utilisation ou bien l'usage de la mémoire RAM. Donc, vous avez ces métriques-là. Ici, vous avez les métriques concernant votre stockage. Si vous avez plusieurs stockages, vous les aurez ici et vous pouvez fusionner les stockages si possible. Si vous avez déjà jusqu'à 2 stockages, vous pouvez les fusionner pour pouvoir en faire un RAID. Et de l'autre côté, ici, avec le disque, vous avez la possibilité de lisser tous les périphériques de stockage que vous avez au sein de votre NAS ou bien au sein de votre serveur. Donc, pour cette vidéo, moi, j'ai juste utilisé une machine virtuelle avec voilà, une mémoire ROM de 8 Go, largement suffisant pour cette vidéo pour vous. Ici, vous avez les métriques du réseau. Donc, si vous avez plusieurs interfaces réseau, vous la verrez ici avec les métriques qui vont avec en consommation de données ici. Donc, vous avez les paramètres de widgets. Vous pouvez désactiver les widgets qui sont là. Et voilà. Alors, il y a une partie aussi très intéressante, c'est les applications et les files. On va commencer avec les files. Les files, c'est ce petit bonhomme-là que vous allez retrouver ici. Et quand vous cliquez sur File, vous avez une sorte de cloud privé que vous avez, ouais, où vous pouvez stocker vos documents, vos téléchargements, vos photos, vos médias, etc., etc. En plus de ça, ce qui est bien, c'est que vous avez la possibilité d'accéder directement aux sources de votre système Linux. Voilà. Donc ça, je suis dans la source de mon système Linux et je peux rapidement faire des modifications ici. Attention,
ici est très sensible. Ici, modifier les choses ici, sauf si vous savez bien faire les choses. Donc, si vous n'avez aucune idée de tout ce que se passe ici, ne venez pas là parce que si vous attirez les fichiers ici, vous risquez de bousiller tout votre système. Donc, ici, c'est mes data, donc mes données, donc les documents. Voilà, donc vous pouvez créer voilà, des fichiers, des dossiers. Vous pouvez télécharger des fichiers, télécharger des dossiers. La même chose avec le download. Là, vous avez une sorte de galerie. Vous avez ici les médias où vous allez stocker tout ce qui est séries, musique et les shows TV. Voilà. Donc, dans emplacement ici, vous avez la possibilité de connecter à votre serveur CASOS. Voilà, vous allez connecter à votre serveur CASOS les clouds plus publics que vous avez, comme Google Drive par exemple, comme Dropbox ou OneDrive. C'est bon? Donc, si vous avez d'autres euh, euh, emplacements de stockage dans votre réseau, vous pouvez l'ajouter ici. C'est bon? Donc, voici un peu comment ça marche. Voilà, donc, ça vous permet en fait d'avoir tous ces instances de stockage à un même endroit pour que vous ne partez pas chercher de gauche à droite. Voilà, donc vous avez tout à un même endroit et ça vous facilite énormément la tâche. Donc, ici, vous avez la possibilité de partager. Voilà, donc vous partagez et vous envoyez, ça vous génère un lien normalement et vous envoyez à votre collaborateur ou bien à celui qui veut accéder. Voilà, donc, je vais arrêter les partages ici et c'est bon. Donc, voici un peu ce qu'il faut noter avec les files. Alors, ici, dans l'App Store, vous avez la possibilité d'installer les solutions open source, ces solutions open source qui vont faciliter la vie. Alors, vous avez par exemple la possibilité d'installer N8N, qui est une solution open source de création de flux, d'automatisation. Ça fait au total combien? Voilà, 320 mégas. Vous avez des solutions comme Image, Téléfilm, pour ceux qui sont des mordus du multimédia. Et vous avez plein d'autres solutions juste en bas ici que vous pouvez installer en un clic. Voilà. Donc, c'est pas fini ici, par exemple, lorsque nous venons dans Files, dans App Store. Ici, avec les applications que vous avez actuellement, j'ai 350. Si je clique sur le nombre qui est ici, j'ai la possibilité d'ajouter d'autres sources et de supprimer les sources. Voilà. Donc, actuellement, j'ai 2 sources ajoutées. Donc, ces 2 sources ajoutées me font au total 350 applications. Si je veux, je peux cliquer sur plus d'app ici et je vais coller un lien. Donc, pour trouver ces liens, il suffit juste de cliquer ici. Donc, on va faire ça ensemble. Plus, vous se rediriger vers une nouvelle page. Et ici, sur cette page-là, vous avez les différents repos. Voilà, les différents repos qui sont là. Et selon ce que vous voulez faire et selon le type de processeur, d'architecture que vous avez, vous allez prendre un et puis vous servez, tout simplement. Donc ici, c'est réservé à ces personnes-là qui vont installer le système sur une architecture de type ARM. Voilà. Pour le faire, vous copiez juste le lien ici, vous le mettez de l'autre côté, on va faire un essai, vous allez voir. Ici, vous avez beaucoup, voilà, vous avez pas mal de sources. Vous avez jusqu'à 9 sources, 9 repos qui sont quand même assez stables, hein, à mon avis, que vous pouvez installer selon ce que vous voulez faire. Donc, pour ceux qui veulent faire de l'IA, voilà, de l'IA générative, par exemple,
ils ont la possibilité, voilà, voilà, ils peuvent utiliser par exemple ce repo. Donc, vu que nous sommes actuellement sur quelque chose de très minimaliste, on va pas aller vers ces histoires de l'IA parce que, voilà, avec ces histoires de l'IA, il faut avoir quand même assez de ressources. Nous, on va prendre, donc, même pour ceux qui font de la cybersécurité, voilà, euh, voilà, ça, c'est un repo qui le va bien. Donc, si vous cliquez sur GitHub repo, vous allez voir un peu les composants du repo avant de les choisir ou pas. Donc, ici, par exemple, les apps, vous allez voir les applications que contiennent ce repo. Donc, vous voyez, donc on a des outils de pentest ici, certains que moi-même je ne maîtrise pas. Donc, allez-y. Si vous êtes pentesteur, allez-y, faites-vous servir. Donc, il y a d'autres ici. Voilà. Et il y a de, de Big Bear. Alors, il y a quelque chose que vous devez aussi comprendre et savoir, c'est que le script, sinon le repo de Big Bear est plus stable. C'est le plus stable, hein. Le plus stable et c'est lui qui contient aussi beaucoup plus d'applications. Donc, par défaut, lui, il est déjà présent. C'est lui que vous voyez ici. Voilà, il est ici. Je ne sais pas si vous voyez très bien, il est ici. Donc, euh, BigDS, c'est lui qui est le plus stable. Donc, on va prendre le tout premier qui est ici. Voilà. CasaOS, Linux Server. Donc, on va aller dans les repos. On va voir un peu ce que nous avons. Voilà. Donc, ça se charge très difficilement. La connexion n'est pas assez stable actuellement chez moi au pays. Donc, ici, je prends les apps. Donc, il a été mis à jour il y a juste là 1 heure. Ouais. Donc, ici, vous avez les applications que vous pouvez faire tourner. Donc, ils sont tellement nombreux. Voilà. Et c'est ce que moi, je vais installer pour vous montrer comment ça marche. Voilà, vous voyez, j'ai toute une panoplie d'applications. Donc, ici, je prends ça et je vais l'ajouter à mes dépôts existants. Donc, je fais plus d'apps. Et ici, je vais coller mon script et je fais ajouter. Je vais patienter un instant. Et c'est bon. Voilà. Donc, normalement, la liste doit être automatiquement à jour. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Il faut patienter un peu ou bien recharger la page. Donc, je recharge la page et puis je vais essayer voir si ça marche. Quand ça ne marche pas, il va falloir aussi encore attendre encore un peu. Mais quand même, c'est de cette façon que vous pouvez acheter les, les, les repos. Donc, on va essayer avec un deuxième. On va prendre Cold Store. On va voir aussi. C'est comme si on va prendre ça, on l'ajoute. Et ici, on clique, on ajoute. Donc, ça va prendre un peu de temps pour pouvoir se charger. Et une fois que c'est bon, normalement, voilà, ça ne met pas à jour automatiquement. Donc, peut-être il va falloir redémarrer. Je ne vais pas redémarrer maintenant. Mais comprenez que c'est de cette manière hein, que vous pouvez ajouter des sources hein, à votre liste d'applications. Voilà. Donc, ça, c'est aussi une première partie, sinon aussi une des choses importantes à savoir sur le système. L'autre chose aussi, la plus importante, est que vous pouvez, au cas où vous ne voyez pas hein, l'application ici présent, voilà, vous ne voyez pas l'application dans la liste des applicatifs qui sont déjà présents ici, vous pouvez le faire à la main. Donc, je vous ai dit que c'est un système basé sur du Docker. Voilà, donc vous importez les images Docker ici et vous créez tout simplement votre conteneur. Voilà, vous renseignez ici l'adresse qui va renvoyer vers l'image donc sur le logo, l'icône voilà, de votre image et puis c'est bon. Donc ça fera peut-être l'objet d'une nouvelle vidéo dans les jours à venir. Alors, je crois que j'ai fait rapidement le tour. Mais bien avant que je n'oublie, hein, permettez-moi de revenir rapidement ici et vous montrer le log, sinon le terminal, voilà, la partie terminal et log. Alors, avec cette partie, vous avez la possibilité d'accéder directement à votre serveur. Voilà. Donc,
mon serveur, je l'avais accédé précédemment en terminal. Cette fois-ci, j'ai la possibilité d'accéder directement à mon serveur depuis cette interface web. Donc, quand je fais mon nom d'utilisateur qui est Casa OS, suivi de mon mot de passe très simple et suivi du numéro de port. Moi, je n'ai pas changé le numéro de port, c'est par défaut et je fais connecter. Vous allez vous rendre compte que voilà, je me connecte très bien à mon serveur en interface graphique, commande. Et ici, je peux rapidement effectuer des modifications, des manipulations. Je peux faire par exemple SU et mettre à jour mon serveur apt update comme ça. Voilà. Et ça marche très bien. Voilà. Donc, je crois que ça serait tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures sur IT Admin.